que c'est un sol vivant? Qu'est-ce que c'est un sol qui n'est pas vivant? Et puis, on entend beaucoup parler du mot permaculture comme renouveau agricole possible. Et c'est quoi la différence, un sol vivant et la permaculture? Voilà. Bonjour à tous. Merci Vincent pour cette introduction. Donc effectivement, moi j'étais en Normandie un des pionniers du maraîchage sol vivant. On a inventé ce concept un jour autour d'une table. On avait dans l'idée d'activer un certain nombre de leviers techniques pour changer nos pratiques agricoles. Et ce qui nous a semblé le mieux correspondre à ce qu'on cherchait à faire, c'était cette notion de sol vivant. Donc je vais essayer en 20 minutes, c'est très court, de vous expliquer pourquoi le sol il est vraiment vivant et pourquoi en fait on doit le considérer comme tel, et aussi pourquoi à partir du moment où on le considère comme tel, réellement comme un être vivant, ça modifie énormément nos pratiques agricoles. Et ça modifie aussi énormément les résultats qu'on a sur le terrain, l'efficacité énergétique, l'efficacité environnementale, l'efficacité nutritionnelle, bon ça ne se dit pas mais c'est pas grave, le résultat nutritionnel. Pourquoi à partir du moment où on considère le sol comme quelque chose de vivant, ça change complètement notre regard sur l'agriculture et notre métier. Le premier constat qu'on avait fait, il était assez simple, c'est que si on regarde la nature, en fait, si on a trop d'eau, le vivant se développe pas très bien, enfin le vivant qui nous intéresse, la production végétale, parce que dans les océans il y a énormément de vie, mais il n'y a pas de salade qui pousse dans l'océan. Donc s'il y a trop d'eau, ça correspond pas tout à fait à ce que nous on a envie de faire. S'il fait trop froid, ça marche pas non plus. On le sait, on est maraîcher, il faut qu'on installe des serres pour avoir à faire des légumes d'été qui ont besoin de chaleur. S'il fait trop chaud, trop sec, ça marche pas non plus. Par contre, si on est dans un intervalle de température, d'humidité correcte, tout d'un coup, il se passe un truc absolument magique, c'est que tout pousse. Tout se met à pousser énormément. C'est un constat simple, on peut le faire tous les jours. La forêt pousse, le bord des routes, ça pousse, tout ça pousse. Sauf qu'il y a quelque chose de très intéressant là-dedans, c'est que ça pousse absolument tout seul. On fait rien, il suffit d'attendre et ça pousse. Ça soulève quand même beaucoup de questions, notamment pourquoi nous, en agriculture, il suffit pas de regarder pousser le blé. Pourquoi on reste pas dans notre chaise là et puis le blé pousse pas? Pourquoi, par exemple, on est obligé de travailler les sols? Pourquoi on achète des tracteurs à 400 chevaux, des charrues, des cultiratos, des herses rotatives, etc. À quoi sert vraiment cette pratique? Pourquoi est-ce qu'on met des engrais? Une forêt de chênes, jamais personne n'est venu mettre d'engrais, jamais personne n'est venu travailler les sols, et pourtant la forêt, elle pousse très bien toute seule. Pourquoi est-ce qu'on fait des rotations? Aujourd'hui, on nous parle beaucoup des rotations, comme quoi ça va améliorer la performance environnementale de l'agriculture. Il faut faire des rotations. Je ne crois pas que la nature s'amuse à déplacer les chênes tous les 10 minutes, ou tous les ans, ou tous les 2 ans, tous les 5 ans, en se disant tiens, une année je vais mettre un pommier, l'année d'après un chêne, parce que je vais faire une rotation. Il n'y a pas de rotation dans la nature, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des évolutions écologiques, il y a des stades écologiques, il y a des formes d'évolution, mais il n'y a pas de rotation. Donc pourquoi nous, on devrait faire des rotations? Et tout un tas d'autres pratiques, par exemple, pourquoi on fait du compostage? Il n'y a pas de personne qui s'amuse dans la forêt à prendre toutes les feuilles, à faire un gros tas de compost et les remettre au pied des arbres. Ça se débrouille tout seul, ça se fait tout seul. Pourquoi aussi notre agriculture pollue? Pourquoi est-ce qu'elle pollue? Si je vous dis que la forêt et la prairie ne polluent pas, que ça donne de l'eau propre, c'est pas vrai à 100%, mais à 98% c'est vrai, et ça va n'étonner personne. Donc pourquoi tout d'un coup, on est obligé de faire tout ça, on obtient de la pollution, on obtient plein de problèmes environnementaux, on est très consommateur d'énergie, alors que la nature nous propose un modèle qui n'a strictement rien à voir, ça fonctionne absolument tout seul, sauf que problème, la nature ne fait pas naturellement du blé ni des salades. Donc la question suivante qu'on s'est posée, c'est comment faire pousser des salades, du blé, des arbres fruitiers, en respectant au mieux ce modèle de la nature qui pousse tout seul. Ça a été notre ligne directrice. Alors, on va reparler un petit peu du vivant, et se poser la question, est-ce que réellement le sol il est vivant? Parce qu'en fait, il s'est avéré pour nous que le problème venait avant tout de là, c'est autant on considère très bien qu'un pied de blé c'est un être vivant, qu'une salade c'est un être vivant, qu'un arbre c'est un être vivant, autant le sol, est-ce qu'il est vraiment vivant? Il n'a pas forcément un extérieur, un intérieur comme un être humain, comme une plante. On a du mal à définir ses contours et ses limites, et on a surtout du mal à voir son activité, parce qu'en fait ça se passe peut-être sur un temps plus long. Et donc on a peut-être un peu du mal à comprendre en quoi il est vivant ou il ne l'est pas. Donc une expérience de pensée assez simple. Ici, sur cette photo, tout a été fabriqué par l'être humain. On sait fabriquer ça. Si on met suffisamment d'ingénieurs au boulot, avec des machines, etc., ils vont réussir à fabriquer absolument tout ce qu'il y a là-dedans. Par contre,
si je vous mets là-dedans dans la forêt et que je vous demande de fabriquer quelque chose qu'il y a sur cette image, je vous demande de fabriquer une feuille, je vous demande de fabriquer une branche, ça n'a aucun sens. Vous êtes incapable de fabriquer un arbre. Vous ne pouvez pas prendre des morceaux de branches, les clouer entre eux, les assembler pour faire une forêt. On voit donc qu'il y a quand même fondamentalement quelque chose d'extrêmement différent entre le vivant, puisque nous-mêmes, avec nos technologies, on est encore aujourd'hui incapable de le fabriquer de toutes pièces, alors que dans ce supermarché, on est capable de fabriquer la totalité de ce qu'il y a. Et pour cause, nous, nos technologies, elles consistent, alors j'ai listé un certain nombre de verbes qui sont liés à nos technologies, à nos manières de produire les choses. Donc pour fabriquer des objets, nous on cloue, on visse, on fond, on peint, on scie, on fraise, on tourne, on a tout un tas d'actions comme ça. Par contre, la nature, elle fonctionne pas du tout comme ça. C'est des actions qui n'ont rien à voir. Si vous vous amusez à essayer de boulonner une branche sur un tronc d'arbre, ben c'est pas comme ça qu'on fabrique un arbre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce sont deux technologies complètement différentes. Alors des fois, c'est un peu trompeur. Par exemple, ici, on a une planche. C'est bien des morceaux de bois qu'on a collés, pressés, compressés, mais on en a fait une planche. On n'en a pas fait quelque chose de vivant. Malgré tout, si je prends la planche et que je la mets à pourrir sur le sol, elle va redevenir vivante dans un sens parce qu'elle va se décomposer, elle va nourrir une chaîne alimentaire. Mais si cette planche était en plastique, ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Donc on a bien deux technologies très différentes, et ça peut nous permettre de nous poser la question, et le sol, lui, effectivement, vivant ou pas vivant? Alors ça, c'est quelque chose d'assez connu dans le monde agricole. C'est que si vous prenez aujourd'hui un sol agricole, normal, très travaillé, avec des taux de matière organique assez faibles, alors je dis normal parce que c'est la norme, hein, aujourd'hui beaucoup de sols agricoles sont comme ça, et que vous le mettez dans l'eau, donc c'est la photo en haut à gauche, et bien 30 minutes plus tard, c'est la photo en bas à droite, ils fond, ils se transforment en boue. Donc si vous vous posez la question notamment de l'origine des pollutions agricoles, ne cherchez pas beaucoup plus loin, vous avez 90% de la réponse qui est dans ces deux photos. Aujourd'hui, la pollution agricole, on nous parle de la chimie, on nous parle de tout un tas de choses, mais la raison première de la pollution agricole, elle est là. Elle est là. Alors, celle de droite, je l'ai aussi mis, bon, ça ne rentre pas très bien dans l'ordre de ma présentation, mais c'est un sol dans lequel j'ai mis du compost, et on voit que ça ne fonctionne pas non plus. Donc il va falloir aussi se poser des questions sur le compost. Comme je vous disais, le compost, dans la nature, personne ne s'amuse à faire des grands tas de compost pour aller renourrir les arbres, ça se fait tout seul d'une manière légèrement différente. Donc, là je vous pose une question très simple. Est-ce que vous connaissez un être vivant qui ne résiste pas à l'eau? Un être vivant qui va fondre et mourir dès qu'il va avoir la pluie, par exemple. Trouvez-moi un exemple d'être vivant qui ne supporte absolument pas l'eau. Ah non, au contraire, le ver de terre. Un être vivant, on lui met une goutte d'eau, je sais pas, il explose, il se met à saigner très fort, excusez-moi, mais en fait, il n'y en a pas. Évidemment, l'eau est extrêmement liée au vivant, et tous les êtres vivants sont résistants à l'eau. Alors le sol, lui. Donc aujourd'hui, c'est ça nos sols. On voit ça partout. Pourquoi? Quelle est la raison profonde de ça? Si je prends par contre des modes de sol naturels, un sol de prairie, que je le mets dans l'eau, j'attends 7 jours, non pas 30 minutes, mais 7 jours, la mode de terre n'a absolument pas bougé. Elle n'a pas fondu. On pourrait mesurer s'il y a eu des diffusions. Alors effectivement, il y a un petit peu de matière, des oligoéléments, des nitrates, etc., qui diffusent un peu dans l'eau, mais en fait très peu. Un sol de forêt, c'est exactement la même chose. Bon là, j'ai pas pu prendre une belle motte parce que c'est rempli de racines, donc dès qu'on sort la motte, elle se désagrège un petit peu. Les sols, naturellement, sont aussi résistants à l'eau. Ils possèdent cette même propriété du vivant de résister à l'eau. Et pour cause, parce que s'ils se transformaient en boue à chaque pluie, ça serait quand même très compliqué pour la nature d'avoir un sol structuré, aéré, avec de l'activité biologique dedans, etc. Donc c'est une des propriétés fondamentales des sols qui est commune avec le vivant, c'est d'être résistant à l'eau d'une certaine manière. Alors je ne vais pas m'apesantir parce qu'en fait, si vous voulez vraiment comprendre, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire nous dans nos formations, si vous voulez vraiment comprendre pourquoi les sols résistent à l'eau, c'est assez compliqué, il faut faire de la physique quantique, il faut étudier tout un tas de trucs, c'est des mécanismes assez complexes. Mais fondamentalement, on peut l'observer très facilement. Et nous, c'est ce qu'on a cherché à reproduire dans nos sols agricoles. Des sols qui résistent à l'eau. Et on a fait tout un tas de mesures. Et bizarrement, 98% de la pollution disparaît à partir du moment où on retrouve cette propriété de résistance à l'eau, qui est très visuelle et très simple à comprendre au final. Et pour expliquer ça, on a inventé une recette
c'est la recette de la pollution. Et donc on dit pour polluer, je fais du café. Si vous prenez un grain de café et que vous le mettez dans l'eau, excusez-moi, je reviens de Mauritanie, je suis un peu malade. Il y a des bactéries un peu bizarres là-bas, les sols sont pas très vivants et en plus il y a des bactéries un peu dangereuses dedans. Si vous prenez un grain de café et que vous le mettez dans l'eau, eh bien ils ne fond pas. Pourquoi? Parce qu'il est structuré. Il est structuré, à la base il était vivant, malgré qu'il était cuit, il a gardé sa structure. Par contre, si vous le broyez finement, que vous mettez de l'eau avec, ben, ça fait du café. Pourquoi? Parce que vous avez détruit en fait la structure carbonée du vivant et vous en avez sorti tout ce qu'il y a à l'intérieur, tous les arômes, etc. et vous avez fait du café. Si vous prenez une motte de terre avec un peu de blé dessus, que vous rajoutez de l'eau et que vous passez tout ça à la moulinette, et ben vous faites exactement la même chose. En fait, vous détruisez la structure carbonée et vous faites une sorte de café. Parce que c'est bien, en fait, la structure carbonée du sol, la matière organique du sol, qui aide énormément à cette résilience à l'eau. Il y a un lien très fort entre la matière carbonée du vivant, qui permet de résister à l'eau, de structurer l'eau, et de faire quelque chose de stable, malgré qu'on ait de la pluviométrie récurrente, et donc ça permet d'éviter que tout ce qui contient le vivant parte dans l'eau, dans les nappes phréatiques, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris aussi, c'est que le vivant, c'est des structures de carbone qui font circuler des liquides physiologiques, donc du sang, de la lymphe, la sève des arbres, etc. Et dans cette eau liquide circulent des éléments solubles. Et à partir du moment où on déstructure cette structure carbonée, bah, tous les éléments solubles foutent le camp, et là on obtient de la pollution. Donc nous, on a appris, dans le réseau maraîchage sol vivant, à recréer cette structure carbonée. Alors, c'est un peu compliqué, on peut le faire de plein de manières différentes, mais pour faire très simple, on met plein de matière organique dans les sols. Donc là, à gauche, vous avez 1 kg de terre, dans lequel on a mis 10% de branches broyées, fraîches, qui a servi de nourriture à des réseaux alimentaires de champignons, de bactéries, de différents insectes et micro-organismes. On a attendu 6 mois, gentiment, donc on a laissé la motte humide, mais pas détrempée. Et 6 mois après, cette motte, elle est devenue parfaitement résistante à l'eau. Je l'ai toujours d'ailleurs dans ma ferme, ça fait 3 ou 4 ans qu'elle est dans un bac et puis qu'elle baigne. Alors il y a de l'herbe qui pousse un peu dessus. On a recréé un sol vivant avec une grande partie de ses propriétés. Voilà. À la base, c'était une motte de terre où il y avait très très peu de matière organique et qui fondait très facilement dans l'eau. Donc on a appris à faire tout ça, on peut le faire de plein de manières différentes, je vous le dis, on peut faire avec de la matière organique morte, avec des couverts végétaux, on peut faire tout un tas de trucs. On a appris à faire tout ça, mais on a appris à reconstruire biologiquement les sols. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette reconstruction biologique des sols? Qui fait le travail en fait? Parce que c'est pas nous qui nous sommes amusés à ouvrir chaque brin d'argile, à coincer la matière organique dedans. Qui fait le boulot naturellement dans la nature? Bah c'est ça, c'est ces choses-là. Vous avez là ici au milieu en bas des réseaux de filaments de champignons. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous mettez de la matière organique fraîche dans le sol, des champignons se mettent à la manger. Le premier truc qu'ils font, c'est de tisser des réseaux extrêmement denses de filaments divers qui sont des filaments de carbone et qui sont résistants à l'eau, qui stabilisent le sol, qui stabilisent la terre. Le ver de terre, effectivement, fait un travail énorme puisque c'est lui qui descend la matière organique dans les sols, c'est lui qui redistribue la matière organique dans les sols. Les racines des plantes aussi injectent dans le sol du carbone. Et puis vous avez tout un cortège de micro-organismes, des acariens, des bactéries, tout un tas d'insectes divers, qui en fait, quand on étudie leur régime alimentaire, leur cycle écologique, passent leur temps à faire toujours la même chose, c'est manger de la matière organique, la diffuser dans le sol, pour construire le sol et stabiliser le sol. Et donc c'est eux qui font le boulot. Moi je ne sais pas stabiliser un sol, tout comme je ne sais pas fabriquer un arbre dans la forêt, tout comme je ne sais pas fabriquer une feuille, je ne sais pas fabriquer un sol. Par contre, il y a des êtres biologiques qui savent le faire, et c'est avec eux que je dois collaborer. Et donc, c'est là qu'on commence à comprendre la propriété vivante du sol, et comment on va pouvoir travailler avec des sols vivants. Puisqu'en fait, ce sont toutes ces bestioles-là qui sont dans le sol et qui sont vivants. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le vivant, c'est une nanotechnologie qui organise tout, de l'infiniment petit jusqu'au macroscopique. Vous, chacun de vos atomes, chacune de vos molécules, bah votre corps, votre organisme l'a réorganisé, atome par atome, molécule par molécule, pour vous construire pleinement. On n'a pas pris des gros morceaux de steak haché qu'on a agglomérés bout à bout pour refaire un muscle. C'est vraiment atome par atome, molécule par molécule, que vous avez été reconstruit par votre propre métabolisme. Et ça, c'est quand même une nuance extrêmement forte entre les technologies dites vivantes et non vivantes. C'est que le vivant réorganise tout, de l'infiniment petit jusqu'au macroscopique. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça nous montre la complexité du vivant
Et le jour où on se pose la question de comment on va entretenir un sol, travailler un sol, construire un sol, améliorer un sol, amender un sol, il faut comprendre que c'est une organisation nanotechnologique extrêmement complexe et que peut-être c'est quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Et notamment nos outils modernes pour travailler les sols ne sont pas du tout capables de faire ce travail d'organisation de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc de l'infiniment petit, donc de la bactérie, jusqu'au macroscopique, les racines, les arbres, donc les plus grands êtres vivants macroscopiques, le vivant passe son temps à tout organiser. Voilà. Tout comme vous êtes organisé de la cellule jusqu'à un être qui fait presque 2 mètres de haut et presque 100 kilos, molécule par molécule, atome par atome, le vivant, dans le sol, organise le sol. Et il n'y a que lui qui sait le faire. Ce qui est un peu perturbant dans cette histoire, c'est qu'en fait, les règles de fonctionnement de tout ça, elles nous échappent pour beaucoup. Et à un moment donné, on doit apprendre à travailler un peu en aveugle, c'est-à-dire qu'on doit comprendre les grandes règles, mais on doit laisser faire tous ces êtres vivants, on doit les laisser travailler, parce qu'ils font le travail beaucoup mieux que nous. Et je vous assure, vraiment beaucoup, beaucoup mieux que nous. Et il faut leur faire confiance. En fait, ce qu'il faut faire, c'est comprendre leur écologie, comprendre comment ils fonctionnent et comment on va travailler avec ça. Ce que je veux aussi vous faire comprendre, alors c'est un peu provocateur évidemment, c'est que vouloir construire un sol avec ce genre d'outils, qui soient en traction animale ou qui soient motorisés avec des centaines de chevaux, ça ne change pas grand-chose. Vouloir construire, vouloir structurer, vouloir organiser, vouloir améliorer un sol avec ces outils-là, c'est exactement la même logique que si vous disiez je prends un pommier, je vais le broyer en petits morceaux, et puis je vais espérer que ça va me faire des pommes derrière. Quand vous avez pris des outils comme ça, est-ce que vous pensez que les vers de terre, ça leur fait du bien? Est-ce que vous pensez que les réseaux de filaments de champignons qui des fois s'étendent sur des centaines de mètres carrés, ils trouvent ça bien? Est-ce que vous pensez que, par exemple, un ver de terre, ça va mettre plusieurs mois à creuser une galerie qui est très organisée ou qui permet de drainer l'eau, etc., qui remplit beaucoup de fonctions écologiques? Ces outils-là, en fait, ne répondent à aucune loi de la biologie, mais vraiment absolument aucune. Quand on fait ça, je vous le dis, ça n'est pas beaucoup plus sensé que de prendre un végétal, de le broyer en morceaux, puis de se dire, tiens, j'ai des morceaux de branches broyées de pommiers, et avec un peu de chance, ça va me donner des pommes. Ça ne vous vient pas à l'idée. La question, c'est pourquoi ça ne nous vient pas à l'idée que le sol, lui aussi, est structuré, lui aussi est organisé, parce qu'on comprend bien que le pommier, dès qu'on l'a broyé en petits morceaux, il ne fonctionne plus, tout simplement. Et donc le sol, pourquoi on s'acharne à le broyer en pensant qu'il va continuer de fonctionner? Ça, c'est le début, cette considération, qui est très théorique, elle commence à nous faire comprendre pourquoi, tout d'un coup, quand on a travaillé les sols, on va avoir besoin d'engrais, on va avoir besoin de travailler tous les ans, pourquoi on va commencer à avoir de la pollution, et pourquoi on va commencer à avoir tous ces problèmes, en fait. Alors, comment ça fonctionne, en fait, un sol? Il me reste combien de temps? 5 minutes. Comment ça fonctionne, un sol? Ça fonctionne selon quelque chose de très très simple. Tous les êtres vivants ont une propriété très très simple, c'est qu'ils mangent. Voilà. Vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin déjà qu'on ne vous passe pas dans un broyeur, parce que sinon ça marche vachement moins bien. Et vous avez besoin d'une seconde chose, c'est de manger. Donc qu'est-ce que mange un sol? Le sol, il mange toujours la même chose. Il peut y avoir quelques petites nuances, mais le principe est extrêmement simple. C'est que vous avez la photosynthèse en haut qui fait pousser des végétaux. Ces végétaux, on va dire qu'ils contiennent de l'énergie carbonée. Vous le savez, les feuilles, si elles sont sèches, elles brûlent. Le bois, ça brûle, ça contient de l'énergie. Et dans la nature, qu'est-ce que devient la totalité de cette matière organique? Elle retombe au sol. Les racines mortes, elles sont dans le sol. Les feuilles dans une forêt qui tombent sur le sol, elles tombent au sol. Et donc, quel est le rôle du sol? Il est très simple, c'est de manger la totalité de la matière organique du sol, de s'en nourrir, et qu'est-ce qu'ils font au passage? Ils structurent le sol, ils fabriquent le sol, ils organisent le sol selon les lois qui leur sont propres. C'est aussi simple que ça. On a au-dessus du sol les plantes qui produisent de la matière organique en faisant de la photosynthèse, et en dessous le sol qui mange, qui structure, qui organise. C'était un pari qu'on a fait il y a une dizaine d'années, c'était de dire si j'arrête de détruire mon sol avec des outils et que je le nourris abondamment, à un moment ou un autre, il doit se remettre en route. Et quand je vais planter des plantes dessus, elles vont pousser toutes seules. Et je vous le dis, ça marche. La seule question qui se pose quand on est un praticien, c'est combien de temps ça prend, combien de matière organique je dois mettre sur le sol. Enfin voilà, il faut dimensionner les choses. Parce que si je vous donne une tonne de riz à manger tous les jours, ça passe pas trop bien. Si je vous donne un grain de riz à manger tous les jours, ça va pas bien se passer non plus. Vous mangez combien en ordre de grandeur à peu près tous les jours?
allez, on va dire en matière sèche. 500 grammes, 1 kilo. Voilà. Vous, c'est votre ordre de grandeur. Plus, vous en mangez pas 100 fois moins. Il y a des jours où vous êtes un peu gourmand, c'est les fêtes de fin d'année, vous en mangez plus. Mais c'est l'ordre de grandeur de votre ration. Donc la question qui se pose quand on essaie de réfléchir avec ce cycle écologique, c'est combien mange le sol? Parce que si vous ne respectez pas ça, eh ben vous ne pouvez pas vous attendre à ce que l'activité biologique du sol fonctionne correctement. Si vous lui... Et donc, autre question subsidiaire, si je lui en donne pas assez, qu'est-ce qui va se passer? Et si je lui en donne beaucoup trop, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, c'est des questions très simples auxquelles on a répondu comme ça, et qui nous a permis de construire des sols agricoles fonctionnels dans lesquels les plantes poussent toutes seules. Donc pour faire simple, c'est le sol qui nourrit la plante, c'est lui qui permet à la plante de pousser, et c'est la plante, quand elle meurt, qui permet de nourrir le sol, et de son vivant aussi, elle aide pas mal à structurer le sol. Le souci qu'on a dans le monde agricole, c'est que nous, on fait ça. On a un cycle, et en permanence, on retire des choses de ce cycle pour nous nourrir nous. Il a fallu aussi, pour construire nos modèles, quantifier ce qui sort du champ, et, comment dirais-je, essayer de mettre un espèce de ratio, de dire on a le droit d'en sortir tant, mais pas plus. Voilà. On a un cycle écologique à une certaine intensité, on a le droit d'en prendre une certaine partie, et le problème, c'est que si on en prend trop, eh ben, ça ne marche plus. Voilà. Et il a fallu définir donc ce trop, il a fallu définir dans nos systèmes ce qu'on avait le droit de prendre et ce qu'on était obligé de laisser. Ce qu'on comprend malgré tout, en regardant ce cycle, ce qui est assez intuitif, c'est que plus ce cycle va être intense, plus on va faire pousser beaucoup de plantes, plus il y aura beaucoup à manger pour le sol, et peut-être plus on pourra en prendre pour nous aussi. Donc nous, ce qu'on vous propose quand même, c'est un modèle agricole, il faut bien le comprendre, ça c'est un modèle agricole qui va chercher à maximiser en permanence la production. Plus je vais avoir un cycle écologique intense, plus j'aurai l'opportunité de prendre dans mon champ sans détériorer mon système. Ça pose des grandes questions, puisque aujourd'hui, il y a certains modèles agricoles qui nous expliquent que pour produire peu, pour produire bien, il faut produire peu. Nous, on dit non, pour produire bien, il faut produire le plus possible. C'est pas beaucoup, c'est le plus possible, puisque c'est ce que fait la nature aussi. Le modèle de la nature, c'est produire en permanence le plus possible, et ne fait que produire bien. Ça n'a pas de sens de dire qu'une forêt produit mal ses arbres, vous comprenez bien cette logique. Donc ce qui se passe, donc je vous le donne, le chiffre il est assez simple, dans nos climats tempérés, il faut réussir à produire entre 20 et 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an, donc de la paille, des feuilles, des racines, des exsudats racinaires, pour réussir à nourrir un sol. Et si vous n'arrivez pas à le faire, nous c'est ce qu'on fait en maraîchage, c'est-à-dire que nos légumes n'arrivent pas à produire cette matière, et ben on l'importe d'ailleurs, et ça nous permet de compenser, et ça nous permet de maintenir en vie nos sols. Et donc en permanence, nos systèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se détruisent naturellement. Vous-même, si vous arrêtez de manger, ça va mal se passer. Au bout d'un moment, vous allez dépérir. Et le sol mange, il se construit en mangeant de la nourriture. Et donc il faut respecter cet équilibre du sol, qui est un équilibre que tout être vivant doit respecter aussi pour se maintenir en vie. Il en est sorti, à la fin de ces raisonnements, deux équations, et je pense que je vais m'arrêter là après. Deux équations, elles sont très caricaturales, il y a beaucoup à redire, mais ça permet quand même de bien comprendre dans les grandes lignes notre démarche. Ça, c'est grosso modo le modèle agricole qu'on m'a proposé quand je me suis installé en maraîchage il y a une dizaine d'années. On me disait, il faut travailler le sol. Au final, le sol, il suffit de mettre un peu de chimie, un peu d'engrais pour que ça pousse. Le problème, c'est qu'écologiquement, ça correspond à ce qu'on appelle un désert. Comment on définit un désert? Un désert, c'est simplement un sol qui n'est pas capable de faire pousser tout seul une plante. Et c'est bien la définition, malheureusement, de la plupart de nos sols agricoles. Alors si on prend une prairie, par exemple, elle pousse toute seule. Si on lui rajoute un peu d'engrais, elle pousse encore mieux. Mais globalement, une prairie est encore capable de pousser toute seule. Mais la plupart des sols agricoles qu'on a, si tous les ans on ne vient pas les travailler, si tous les ans on ne vient pas mettre d'engrais, ils sont incapables de faire pousser correctement, en bonne santé, une plante. Et ça, c'est la définition d'un désert, c'est un sol qui n'est pas capable d'être productif. Et les deux raisons de cette désertification sont le travail du sol et la faible production de biomasse. J'en ai déjà un peu parlé. La désertification de ces sols amène énormément de problèmes environnementaux qui sont tous liés en fait à cette équation thermodynamique, c'est tout le temps la même. On a les sols qui se compactent, qui ne sont plus résistants à l'eau. Dès qu'il pleut, ils se compactent. Il n'y a plus d'activité biologique, évidemment, vu qu'il n'y a plus à manger. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que les vers de terre se multiplient, que les champignons se multiplient, alors qu'ils n'ont rien à manger. On a des grands débats aujourd'hui sur le climat. Moi, j'aimerais qu'on observe d'un peu plus près l'impact de la présence des plantes sur le climat. Je reviens de Mauritanie, là, notamment, et
en plein milieu du désert. J'ai rencontré quelqu'un qui est en plein milieu du désert. Alors vous pouvez aller voir sur Google Maps, ça s'appelle Boutilimit. C'est à 150 km de la capitale de Mauritanie, Nouakchott. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui a fait une très grosse clôture au milieu du désert, sur 350 hectares, je crois, pour empêcher les animaux de venir manger les plantes et les arbres, puisque là-bas, en fait, le désert avance parce que les animaux sont en permanence en train de manger la végétation. Donc il a juste mis une très grosse clôture. Il a attendu 10 ans et la forêt est en train de repousser. Voilà. Et vous le voyez sur Google Maps, vous avez une tache toute verte au milieu de la Mauritanie. C'est juste qu'on a mis une clôture. Et quand on y va, dans cet endroit, bizarrement, il fait bien meilleur, quoi. Parce qu'en fait, le principal rôle des végétaux, c'est de réguler le climat, de faire de l'ombre, de capter l'énergie du soleil. Et la couverture végétale, qu'on devrait avoir partout dans nos systèmes agricoles, a un rôle très très important dans la régulation du climat. Donc perte de matière organique, faible réserve utile en eau, plus les sols sont riches en matière organique, plus ils peuvent contenir de l'eau, stocker de l'eau, éviter notamment les inondations, les avalaisons, etc., etc. Et érosion de la biodiversité. Alors ça, il y aurait beaucoup à dire sur la biodiversité, mais fondamentalement, la biodiversité la plus intéressante et la plus importante, elle est dans le sol. Et c'est bien parce qu'on met beaucoup à manger dans le sol que vous avez d'énormes réseaux trophiques qui se développent dans le sol et qui rendent beaucoup de services écologiques. Et la détérioration de la qualité de l'eau, évidemment, je vous l'ai montré en mettant des mottes de terre dans l'eau. Nous, ce qu'on propose, donc, c'est un autre modèle qui est basé sur la maximisation de la photosynthèse, la maximisation de la production de biomasse en permanence. Alors, on n'y arrive pas forcément dans tous les modèles. Par exemple, en maraîchage, on comprend bien qu'un radis de 18 jours, ça fait un peu moins de photosynthèse qu'un chêne centenaire. Ça, il n'y a pas photo. Il y en a un qui est plus fort que l'autre. On est bien d'accord. Mais néanmoins, on tend vers ça. On tend toujours vers ça et on essaie de respecter ces règles. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours. Ça va aussi nous poser un certain nombre de questions. Est-ce que beaucoup de nos plantes, est-ce que certaines de nos plantes sont réellement adaptées pour faire une agriculture durable? Est-ce qu'on va faire une agriculture durable avec des radis de 18 jours? Tant que ça représente une toute petite partie de la surface agricole française, ça ne va pas poser trop de problèmes. Mais, par contre, il y a des cultures comme le blé, qui représentent une très grosse surface agricole. Et il faut peut-être se poser la question de la manière dont on a sélectionné les blés. Est-ce que la manière dont on a sélectionné les blés, ça permet de maximiser réellement la biomasse et d'utiliser au mieux le potentiel du soleil? Donc l'arrêt du travail du sol, je vous en ai parlé. Et globalement, si vous respectez ces deux règles, d'une manière ou d'une autre, la fertilité revient toujours. Et la fertilité, c'est quoi? C'est un sol sur lequel vous plantez une plante et elle pousse. À la nuance près qu'il va falloir gérer les mauvaises herbes. Ça va être un grand débat. Aujourd'hui, vous avez tout le débat sur la chimie et les désherbants. C'est un débat dans notre développement technique. Avec quoi on va désherber? Puisque vous comprenez bien, encore une fois, qu'entre le chêne centenaire et la salade, en termes de concurrence écologique, c'est le chêne qui va gagner. Donc, quand bien même on aurait des sols très fertiles, où les plantes poussent très bien, il va falloir quand même qu'on ait des outils de désherbage puissants. Et donc, ça va être à nous d'arbitrer lesquels sont les bons ou pas, puisque, comme je vous l'ai montré, on n'est pas très favorable à l'utilisation de la charrue pour désherber. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme outil pour désherber? Comment il va falloir faire pour s'y prendre? Voilà, je vous remercie. Vincent, je te remercie. Donc merci pour cette présentation. Pour information, toutes les questions qu'il pourrait y avoir, n'hésitez pas à les noter sur votre carnet et il y aura vraiment un moment d'échange en juste avant manger avec tous les intervenants et ce sera à ce moment-là où vous pourrez poser vos questions et échanger avec les différents intervenants. Donc j'invite maintenant Jean-Luc Saladin à venir me rejoindre à côté de moi. On va te donner un micro, enfin où tu peux le prendre. Et donc, on a vraiment cherché à faire le lien avec, de se dire bon, faire pousser des plantes et avoir des sols en bonne santé, c'est bien, mais l'agriculture, c'est quand même le but, c'est de nourrir les humains. En ayant certes l'impact le meilleur possible sur les sols, mais c'est quand même nourrir les humains. Donc on avait vraiment envie de réussir à faire le lien entre agriculture et santé. Et donc on a invité aujourd'hui pour ça Jean-Luc Saladin, qui est un médecin généraliste au Havre
et qui a pas mal travaillé sur ces thématiques de qu'est-ce que c'est la bonne santé, et qui a en particulier créé un blog qui s'appelle Vélo et Potager. Aujourd'hui, je pense qu'il est aux anges, puisque on a le vélo tour qui est sur le fort de Tourneville et une journée sur les sols vivants, sur l'agriculture, sur le maraîchage. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui une très bonne illustration du vélo et potager que prône Jean-Luc. Et donc la question un peu qu'on va aborder, c'est qu'est-ce que c'est des produits de bonne qualité et quels sont les effets de produits de bonne qualité sur notre santé. Voilà. Faire le lien entre les produits que l'on mange et notre santé. Quel est le lien? Il va nous rester à faire le lien entre une agriculture et des produits de bonne santé, parce que ça reste encore à démontrer que les sols vivants vont produire des légumes de bonne santé. On le sent au goût, on sent des grosses modifications du goût quand on mange nos légumes, nos tomates, c'est vraiment rien à voir avec les légumes du supermarché. Mais il y a quand même tout un travail à faire scientifique pour découvrir quelle est vraiment la qualité nutritionnelle des produits. Alors, le temps que la technique s'organise. Eh bien, bonjour à tous. Oui, effectivement, pour moi, aujourd'hui, c'est un grand jour, puisqu'il y a le vélo et le potager. Alors, en science, à l'heure actuelle, on produit tellement de science qu'on n'a pas le temps de digérer ce qui est produit par la science. Il y a quelques 4-5 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu passer des articles sur les pommes actuelles qui contiendraient 100 fois moins de nutriments que les pommes d'il y a 50 ans, les pommes qui poussaient de façon normale. Eh bien, écoutez, tout est dit. Après ce qu'a exposé François, il est évident que la nourriture qui sort de sols dans lesquels il n'y a plus de vivants ne contiennent pas les nutriments qui permettent à nous de nous développer normalement. Si vous regardez l'évolution, au départ, il y avait essentiellement des plantes. Les animaux sont arrivés après. En somme, les plantes ont des jambes, leurs racines, qui sont immobiles. Et puis sont arrivés les vivants progressivement jusqu'à nous, jusqu'aux humains, qui ont une particularité, les humains. Je ne sais pas si vous savez, mais nous, de tous les vivants, de tous les animaux, nous sommes l'animal qui a la capacité la plus importante en endurance. Aucun animal ne peut nous battre dans la durée. Seulement, ça a un inconvénient, c'est que ça produit des radicaux libres. C'est-à-dire que les métabolismes qui permettent à nos muscles de produire de l'énergie mécanique produisent en même temps des radicaux libres, c'est-à-dire des molécules qui ont un supplément d'électrons. Mais tant qu'on vit en équilibre avec une nourriture qui vient d'un sol vivant, cette nourriture nous fournit des antioxydants qui vont neutraliser ces radicaux libres. Les radicaux libres, ils vont déstructurer les cellules. Quand vous avez trop de radicaux libres, vous allez avoir une attaque des chromosomes, vous allez avoir une attaque de toutes les molécules qui se trouvent à l'intérieur de la cellule, et ça va générer des maladies, ça va générer du vieillissement précoce. Il est donc nécessaire, et maintenant bien établi, qu'il nous faut vivre en symbiose avec une alimentation qui vient d'un sol vivant. Tout ça est démontré, tout ça est bien établi, et à un point absolument incroyable. Par exemple, les pommes produisent un antioxydant particulier, ce sont des molécules complexes, qui s'appelle la quercétine. Bon, évidemment, vous avez entendu parler du resveratrol qui vient du raisin. Toutes ces molécules-là, nous en avons besoin pour pouvoir bouger notre corps.
Et avec ce que vous avez expliqué, François, bah, vous avez l'essentiel de la chaîne qui explique pourquoi l'alimentation moderne nous rend malades, n'est pas propice à un fonctionnement optimisé de notre corps. À la limite, je pourrais m'arrêter là. Hein. C'est entre François et ce que je viens de vous dire, le dossier est bouclé. Alors par contre, on va faire une petite excursion maintenant, parce que pour produire cette nourriture très particulière, la nourriture agro-industrielle, elle a, comme vous le savez, on va faire peut-être une excursion dans ce que le monde agro-industriel produit. Eh bien, le monde agro-industriel produit maintenant une alimentation, je pense que vous le savez tous, qui contient des graisses hydrogénées, qui n'existent pas dans la nature. Hein. C'est-à-dire qu'avec l'acide palmitique qu'on hydrogène, on obtient des graisses qui ont la propriété d'être... Les agro-industriels aiment bien la graisse parce que ça permet d'incorporer ce qui a du goût à l'intérieur, ce qui a du goût puis en plus nous on aime bien le gras parce que quand on est chasseur-cueilleur, bah, le gras c'est rare et puis c'est bien le gras parce que ça contient beaucoup d'énergie. Faut pas oublier que nous on est des chasseurs-cueilleurs. Finalement la civilisation qui permet d'avoir de la nourriture en abondance tout le temps, elle est très 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 récente. Hein, mais nous on est restés des chasseurs-cueilleurs, donc on est attirés par le gras et le sucré. Et l'inconvénient du gras, quand vous êtes agro-industriel, c'est qu'il fond facilement dès que la température augmente un peu. Alors que les graisses hydrogénées, elles fondent beaucoup plus tard. Donc les agro-industriels sont très contents. Le seul problème, c'est que ces graisses hydrogénées n'existent pas dans la nature, et la nature se venge. C'est-à-dire que ces graisses hydrogénées, elles sont cancérigènes et elles bouchent les artères. Voilà. Bon. Donc là, on a un premier problème. Le deuxième problème qu'on a avec les nourritures agro-industrielles, c'est qu'elles contiennent, comme vous le savez, beaucoup d'énergie. Et cette énergie, elle vient essentiellement du gaz, du pétrole et du nucléaire. Actuellement, quand vous mettez une calorie dans votre bouche, il a fallu en dépenser 10 en amont, ce qui est une situation absolument unique dans l'humanité et qui s'est constituée sous nos yeux. Là, il y a des gens suffisamment vieux dans la salle, dont moi, qui ont connu l'époque d'avant. C'est-à-dire que moi, j'ai poussé ici avec une nourriture dont le bilan énergétique était positif. C'est-à-dire que le système agricole produisait plus d'énergie qu'il n'en consommait. Aujourd'hui, il en consomme beaucoup plus qu'il n'en donne. Voyez ? Alors, avec comme effet secondaire, de la pollution, énormément de pollution atmosphérique, qui elle-même est une catastrophe totale parce que ça vient juste de sortir. Ce que je vous amène, c'est de la science toute chaude qui sort du four. Hein. Vous voyez, là, on envisage un grand cycle complet, un peu comme François l'a évoqué tout à l'heure. Il faut avoir une vision globale, systémique. Ce qui sort du four, c'est que la pollution atmosphérique, j'ai eu l'occasion, il y a moins d'1 an, d'aller au seul congrès connu de neurologie environnementale. C'était au Conseil de l'Europe, à Strasbourg. Et là, ce qui sort, c'est que la pollution atmosphérique, elle est neurotoxique. Et non seulement neurotoxique pour le vivant actuel, mais surtout pour le petit en développement dans le ventre de la mer. C'est-à-dire que le neurodéveloppement, avec la pollution atmosphérique, ne se fait pas bien. Et ça explique l'explosion des troubles du comportement et des apprentissages que nous observons aujourd'hui. On a, comme vous le savez, une très grosse augmentation des dyslexies, des dysphasies, des dyspraxies, des autismes et même des troubles du comportement. Moi, j'ai 2 patients comme ça. Ils ont des troubles du comportement qui ne rentrent dans aucune case. On ne sait pas ce que c'est, mais ils ne sont pas normaux. Et ça vient, pour un grand bout, de la pollution atmosphérique qui est générée. Sachez qu'un camion sur 3 qui circule sur les routes concerne l'industrie agroalimentaire. Alors que quand moi j'étais petit au Havre, l'essentiel de l'alimentation qu'on avait, elle venait de la couronne maraîchère. Hein. Et là, il n'y avait pas besoin de faire transporter des camions. Vous avez ici,
vous avez du lait produit dans le Pays de Caux qui peut aller se faire yaourtifier dans le centre de la France avant de revenir dans les rayons de supermarché du Havre. Donc là, vous voyez le cycle complètement infernal qu'on a engendré pour la santé globalement, avec cette nourriture insane qui, comme vous le savez, de plus contient trop de sucre, contient trop de sel, et puis contient des sucres très particuliers. Hein. Vous savez que les industriels aiment beaucoup le fructose. Le fructose, il a la particularité de ne pas activer la leptine. Quand vous mangez du fructose, la leptine, c'est l'hormone qui est sécrétée par le corps, qui vous donne le signal de satiété. Quand la leptine arrive, bon, ça y est, vous n'avez plus faim. Non seulement ça n'active pas la leptine, mais ça active la gréline. Et la gréline, c'est l'hormone qui vous dit que vous avez faim. Et ils en mettent partout pour que vous ayez tout le temps faim, pour que vous mangiez plus de nourriture agro-industrielle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette épidémie d'obésité, de surpoids. On consommait en 1840 1 kg de sucre par an, parce que sous forme essentiellement de miel. Hein. Aujourd'hui, on est à 40 kg et les Américains sont à 80. Et pire que ça, il y a des usines qui transforment le glucose en fructose, puisqu'en fait, la différence entre le glucose et le fructose, c'est juste une différence de structure spatiale. Donc, on va isomériser le glucose pour en faire du fructose pour être sûr que vous mangiez trop et que vous deveniez malade. Bon, écoutez, voilà, quoi. Après, on va faire une petite incursion sur les insecticides. Les oméga 3, oui, parce que vous savez qu'on a eu une drôle d'idée. On a décidé de faire manger du maïs, enfin même pas du maïs, de la choucroute de maïs aux vaches, et de ne pas donner des aliments que les animaux ne sont pas habitués à manger, avec eux-mêmes des nourritures qui ne sont pas ce que mangeaient les animaux au départ, ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des carences en oméga 3. Les oméga 3 sont des lipides indispensables à la structuration des membranes des cellules. Vous savez que nos cellules ont des membranes qui sont des bijoux hyper high-tech, hein, absolument incroyables, avec une membrane, un pôle hydrophile, un pôle hydrophobe, et à l'intérieur de cette membrane, vous avez tout un tas de petites usines qui vont faire rentrer, sortir les bonnes molécules comme une douane à l'intérieur de chacune de vos cellules. Je ne sais pas si vous imaginez la contemplation du vivant, la simple contemplation du vivant. Au lieu de contempler les rockstars, au lieu de contempler les joueurs de football, au lieu de vous esbaudir devant les hommes politiques qui s'étripent à longueur d'année, c'est la contemplation du vivant nous amène simplement à calme le jeu immédiatement devant cette merveille incroyable que vous êtes chacun, que nous sommes chacun. Quand vous simplement s'intéresser aux membranes, vous voyez, juste les membranes. Or, pour que les membranes aillent bien, il faut des oméga 3. Or, il n'y a plus d'oméga 3. Alors ça c'est un topo, on va y aller très vite, hein, parce que ça c'est la mortalité cardiovasculaire comparative dans les pays de l'OCDE. Selon on va passer vite. C'est pour que je vous fasse une petite incursion rapide dans la science telle qu'elle est. Hein. Ça, c'est un topo qu'on avait passé aux Journées médicales à Vraise il y a 3-4 ans. On avait fait venir M. Schmitt, qui est le spécialiste français des oméga 3. Vas-y, François. Bon, alors, vous voyez, vous n'avez pas idée. Enfin, je vois qu'il y a une personne dans la salle que je vois au fond. Je vois Madame Le Tendre, qui est une très grande scientifique. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle. Est-ce qu'il y a tiens, levez la main, les scientifiques dans la salle. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, pas tant que ça, quoi. Mais il y en a quand même. Hein. Ouais, d'accord. Bon. Alors pour les autres, quoi, c'est pour vous donner une idée de la précision dans laquelle se trouve la science aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, mon rêve, c'est de vulgariser ce que l'homme sait d'ores et déjà, ce qui lui permettrait de faire. À partir du moment où vous avez compris ce qui ne va pas, vous déduisez, vous n'avez même pas besoin de faire de discours, vous déduisez immédiatement ce qu'il faut faire. Hein. Là, on va passer en revue à toute vitesse, hein, parce que là, ça, c'est pour vous donner une idée. Global Projection.
Oui, ça, c'est les projections de diabète. Le nombre de diabétiques de type 2 a doublé en 15 ans. Alors, merci Coca-Cola, merci l'agro-industrie, hein, puisque c'est le sucre, hein, c'est tout. Allez, vas-y. Ben voilà, vas-y, tu peux y aller. Tac, 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 tac. Allez, non. Obésité infantile en France, vous voyez, on est passé de 2% à 15%, avec comme conséquence de l'apparition du diabète, etc. Vas-y, voilà, là, voilà. Bon, vous connaissez, hein, ça, c'est... Vas-y. Bon, là, ouais, on détaille. Ça fait aussi le cancer. Hein. C'est les mêmes facteurs qui font toutes les maladies de civilisation. Alors, il y a une étude assez étonnante, c'est que si au Moyen-Âge, vous aviez atteint l'âge de 21 ans, parce que les progrès de la médecine, ils sont essentiellement c'est la grossesse, l'accouchement, les maladies infantiles. Mais pour l'adulte, actuellement, l'augmentation apparente, la santé des adultes n'est maintenue que par une médecine hyper technique, extrêmement coûteuse et inutile. C'est-à-dire que si au Moyen-Âge, si vous aviez atteint 21 ans, l'espérance de vie au Moyen-Âge était la même que maintenant. Donc, il suffirait de revenir à des modes de vie, c'est-à-dire activité physique, dépollution atmosphérique, nourriture saine, et là, on ferait vraiment un saut qualitatif. Et alors, le gros avantage des vies saines, ça c'est très intéressant, c'est qu'on a en fin de vie, parce qu'il faut quand même mourir un jour, hein, pour le moment, on n'a pas encore trouvé la porte de sortie, c'est qu'on a, quand on a une vie saine, on a ce qu'on appelle une compression de morbidité. C'est-à-dire que vous mourrez, toutes les maladies arrivent en même temps. Vous êtes soufflé comme une bougie, quoi. Vous ne passez pas par la case dépendance. C'est quand même sympa. C'est que des stats. Hein. On connaît tous des gens qui ont des vies exemplaires et qui passent par la case dépendance. Hein. C'est pas... Mais statistiquement, c'est comme ça que ça se passe. La nature est bien faite. Elle prévoit de vous souffler comme une bougie en fin de vie, quoi. Alors que les modes de vie modernes, avec cette mauvaise nourriture, font qu'on passe par une case dépendance longue, pénible, etc. Vas-y. Vas-y, voilà, on peut pas. Ouais, oui, alors les acides gras, bon, bah évidemment, dans le fameux régime méditerranéen, bah oui, il y a des acides, il y a des oméga 3. Hein. Vas-y. Bon, alors, oui, le consensus médical, c'est manger moins, diminuer les graisses, diminuer les viandes et charcuteries, diminuer les graisses animales. Actuellement, le Français, il a la moitié de ses calories qui vient du monde animal. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Surtout que vous savez que la filière animale, elle consomme plus d'énergie que la végétale, hein, puisqu'on peut faire il faut, je crois que le ratio, Frédéric, je parle sous contrôle, on dit que c'est de l'ordre de, je crois qu'il faut, ah oui, ça dépend de l'animal, hein, mais en gros, ça doit être du 5 unités végétales pour arriver à faire une unité animale. Et en global, quoi. Et alors que la nourriture que mangent les animaux, si on y fait un peu attention, on peut manger la même. Donc c'est pas la peine de passer par l'animal. Hein. Et il faut augmenter les graisses végétales, le poisson, enfin les oméga 3. Il y a d'autres sources d'oméga 3 que le poisson, du lait et laitage pour le calcium. Bon, il faut oui, pour avoir des oméga 3, bah, faut donner des graines de lin aux animaux. Si vous donnez des graines de lin à des poules, bah, vous allez avoir des œufs qui contiennent des oméga 3. Quoi. Voilà, vas-y, passe. Bon, il me reste combien de temps là? J'ai fini 5 minutes. Bah, on fait une petite incursion sur les insecticides, les pesticides. Hein. On ne peut pas en parler. Hein, parce que non seulement cette nourriture insane a tous les inconvénients que je viens d'évoquer, mais en plus, il y a des résidus de pesticides dans les aliments. Comme vous savez, pratiquement toutes les nourritures agro-industrielles contiennent des résidus de pesticides. Et on va aller voir ce que c'est que les pesticides. Parce que là, avec les pesticides, on se tire directement une balle dans le pied, puisque les pesticides agissent sur les mécanismes biologiques, les mécanismes biochimiques qui sont exactement au milieu du vivant. Le vivant, c'est un Lego. Au fur et à mesure de l'évolution, il a retenu des systèmes qui étaient pertinents, et puis il les assemble, puis il arrive aux grands singes nus, hein, c'est nous, puisqu'on est les grands singes sans poils,
Mais on a les mêmes mécanismes. Par exemple, je me souviens un jour, j'étais passé au Collège de France, j'avais entendu Alain Prochiantz, qui est le grand spécialiste de la morphogénèse, c'est-à-dire comment le vivant arrive à faire des formes, quoi. Et Prochiantz racontait, j'ai pas retrouvé le papier, vous savez, mais j'aimerais bien le retrouver, celui-là. Je suis sûr que je l'ai entendu dire que, vous savez, le phytoplancton unicellulaire, les unicellulaires à flagelles qu'on a dans je crois bien que c'est les coccolithes, les diatomées, tout ça, tous ceux qui ont une petite queue, quoi. C'est des 40 microns, hein, c'est tout petits machins. Ils ont un système photorécepteur qui leur permet de s'orienter vers le soleil pour maximiser la photosynthèse. Et ben, les gènes qui commandent la structure de l'organe photorécepteur des phytoplanctons ont une analogie forte avec les gènes qui commandent la structuration de notre œil. Voilà, ça fait, moi, quand j'avais entendu ça, j'ai fait « Oh, incroyable, non ?» Et alors donc tous les systèmes d'insecticides qu'on a aujourd'hui, enfin tous les comment, il n'y a pas que les insecticides, tous les pesticides qu'on a tapent dans les briques, si vous voulez, le Lego du vivant. Par exemple, les néonicotinoïdes, dont on parle tant, les néonicotinoïdes, c'est jamais que des poisons de l'acétylcholine. Et les récepteurs à l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur qui est le plus répandu dans notre système nerveux. Il fait tout le parasympathique et dans le cerveau, c'est un des principaux systèmes de neuromédiation. Alors, quand on met soi-disant, il serait spécifique, parce que c'est très compliqué après quand on rentre là-dedans, parce qu'il y a différents types de récepteurs à l'acétylcholine, et il y a des sous-groupes selon les animaux, selon les bêtes, et soi-disant, les leurs seraient spécifiques des récepteurs des insectes. Mais en réalité, ça bave un peu sur le côté, quoi. Et en plus, il y a un énorme problème, c'est que pendant le neurodéveloppement, on dit que l'ontogénèse passe par la phylogénèse, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le ventre de la mère, vous passez par tous les stades par lesquels est passée l'évolution. Vous êtes unicellulaire d'abord, vous êtes phytoplancton, puis après vous devenez petit à petit poisson, etc. Bon. Et on peut penser, mais là personne n'est allé voir, moi j'ai pas trouvé de papier là-dessus, il n'est pas impossible non plus que la structure des récepteurs passe par la phylogénèse, quoi. Je sais pas. Mais le principe de précaution devrait nous inciter à y penser. Donc ça expliquerait bien que les néonicotinoïdes, maintenant c'est établi, ils posent des gros problèmes aux vivants, hein. Et alors ça, c'est une classe. L'autre classe émergente, c'est les SHDI. Vous avez entendu parler des SHDI? Levez la main ceux qui ont entendu parler des SHDI. 1, 2. François. SDHI, pardon. Ouais, excusez-moi, je suis un peu fatigué. C'est les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, hein, c'est ça. Et en fait, les inhibiteurs de la succinate déshydrogénase, ce sont des molécules qui tapent en plein dans le cycle de Krebs. Et nous, le cycle de Krebs, comme vous savez, c'est au cœur du vivant. Donc, on se tire de nouveau une balle dans le pied. Alors, on va regarder, voilà, site d'action des insecticides. Alors, c'est sur les muscles, sur la respiration cellulaire, les mitochondries, c'est les SDHI, succinate déshydrogénase inhibiteurs, sur le système nerveux, sur la croissance de l'insecte et sur la biosynthèse des lipides. Voilà le programme. Vas-y, on va passer vite. Alors, les neurotoxiques perturbent la transmission de l'information au niveau de l'axone et de la synapse. C'est les pyrètres. Alors, naturels, hein, attention, il y a les pyrétrénoïdes qui sont naturels, qui sont fabriqués par le vivant, qui auraient pu avoir l'apparence de pesticides naturels, ils posent problème, hein. La nature, c'est pas non plus, il faut quand même regarder où on met les pieds, hein. Le DDT, deux cibles, la membrane, oui, après c'est la transmission synaptique, synapse cholinergique, synapse glutaminergique. Là, vous avez, pour ceux que ça intéresse, j'ai tout ça, hein, dans mon magasin, hein, je peux vous donner, hein. Ça, c'est la science de la République, hein. C'est une réunion
de spécialistes de l'INRA, hein, à Paris. Moi, j'ai chopé le PowerPoint et des trucs comme ça, il y en a plein. Hein. Les connaissances scientifiques fondées pour mettre en place des politiques appuyées sur la raison, on en a des tonnes, on en a trop, quoi. On sait parfaitement ce qu'il faut faire. Vas-y. L'acétylcholinestérase cible les organos, les carbamates, les organophosphorés, vas-y. Ah bah là, on s'arrête 2 secondes. Vas-y, reviens en arrière. Ouais, les néonicotinoïdes, là, vous voyez, ils attaquent les récepteurs nicotiniques à l'acétylcholine, bah oui, sur la synapse. Les organophosphorés, l'acétylcholinestérase, les pyritrénoïdes, le canal sodium. Vous savez, dont je vous parlais, les petites pompes qui sont dans les membranes, là, et qui font un travail incroyable, ben, on les attaque avec nos pesticides. Vas-y. Les cibles, les 1, récepteur, canal cationique, vas-y. Reviens en arrière. Plus de 10 gènes de ce récepteur. Ouais, vous voyez si c'est compliqué. Pour le récepteur à l'acétylcholine, on a 10 gènes de ce récepteur. Et après, vous avez la couche, dont vous avez entendu parler, de l'épigénétique, c'est-à-dire de la régulation des gènes. Alors, on rentre dans une complexité incroyable. Mais avec l'épidémio et avec ce qu'on appelle les critères de Bradford-Hill. Qui connaît Bradford-Hill ici? Personne. Ça fait un peu mal quand même. Le Bradford-Hill, c'est un grand épidémiologiste anglais, statisticien, qui a donné des critères. Vous tapez sur Google Bradford-Hill, vous verrez. C'est un type qui a eu l'idée dans les années 50. Hein. Il a dit, quand on ne peut pas prouver quelque chose, on se met d'accord sur un certain nombre de critères pour enterrer l'âge de guerre. Par exemple, à l'heure actuelle, pour ce qui est de la pollution, globalement, des effets sur les humains, comme tout est pollué, on n'a pas de population de référence pour faire une expérience montrant que nos modes de vie donnent telle ou telle maladie, puisque tout est pollué. Vous n'avez pas de population permettant de faire une étude en double insu contre placebo. Mais on a des modèles animaux, on a des études épidémiologiques de mauvaise qualité, mais toutes convergentes. Et quand tous les critères de Bradford-Hill sont réunis, eh ben, on dit la vérité doit se trouver là quand même. Parce que sinon, les lobbies, si vous voulez, au nom de la science exacte, totale, peuvent toujours maintenir le doute et différer le moment de la bonne décision. Et comme vous avez notre bureaucratie qui n'est pas empreinte totalement d'esprit scientifique, eh ben, les dossiers peuvent traîner comme l'amiante. Les premiers articles scientifiques sur la cancérogénicité de l'amiante, ils datent de 1890 et la France a retiré l'amiante 110 ans plus tard de l'environnement. Oui, donc Bradford Hill, lui, il peut vraiment nous aider. Vraiment, c'est un gars formidable. Il faut faire du Bradford Hill à tous les coins de table. Là, je pense que c'est bon. Bon, ben voilà, j'ai terminé. Merci. Oui, je voulais vous demander, actuellement, il y a une enquête publique qui est en cours sur, vous savez qu'on a une démocratie avec des enquêtes publiques qui peuvent vraiment faire changer le cours des choses. Et actuellement, on a une enquête publique très importante sur le règlement local de publicité qui est en cours. Il nous faudrait nous manifester massivement pour demander aux commissaires enquêteurs de réviser le règlement local de publicité qui risque de passer, parce que sinon on va avoir de l'affichage numérique à tous les coins de rue, on va avoir de la pub partout. Il faut faire régresser cette pub qui ne vend que ce qu'il ne faut pas, justement, puisque toute la junk food est affichée, martelée. On a dans le Havre, nous avons 1000 supports publicitaires. 1000 supports publicitaires qui envahissent notre espace et qui nous travaillent le cerveau à notre insu et qui nous font faire exactement ce qu'il ne faut pas. Donc vous pouvez aller sur mon blog, Vélo Potager. Quand vous tapez Vélo Potager sur Google, je sors en premier. Hein. Et là, j'ai mis en ligne le mode d'emploi de ce qu'il faut faire. Vous pouvez envoyer simplement
il y a un lien, il y a une adresse mail, le commissaire enquêteur le recevra. Vous dites simplement que vous soutenez les propositions de Paysages de France. Paysages de France est une belle association agréée qui défend le cadre de vie. Ils sont les seuls capables, parce que les annonceurs dirigent par la complexité. Ils ont fait passer des lois incroyables à la Chambre. C'est d'une complexité invraisemblable. Et il n'y a que quelques experts dont c'est pas le métier, quoi, qui connaissent le sujet. Moi, je m'y suis plongé, ça m'a pris une semaine. Donc, vous trouverez sur mon blog, c'est pas très bien présenté, enfin, j'ai simplifié au maximum, mais simplement dites que vous envoyez un petit mail au commissaire enquêteur, vous lui dites que vous soutenez les propositions de Paysages de France, et ça peut vraiment faire changer le cours des choses. Vous avez jusqu'au 4 octobre, simplement jusqu'au 4 octobre, et après la porte se referme et on en prend pour 15 ans d'avoir un espace public, un espace commun complètement souillé par toutes ces pubs. Regardez-les bien. Hein. Et ce qui les intéresse, c'est que vous ne les voyez pas. Hein. Quand vous ne les voyez pas, c'est encore mieux pour eux parce que ça vous imprègne à votre insu. Donc, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Hein. Là, ça, c'est le schéma général d'effondrement des civilisations. Nous, on a un cerveau de chasseurs-cueilleurs qui, paradoxalement, on pourrait rester chasseurs-cueilleurs. Pourquoi on ne reste pas chasseurs-cueilleurs? Ça, c'est une vraie question. Mais on a fait 10 000 civilisations à peu près. Hein, et elles sont toutes cassées la figure. Le schéma général, c'est celui-là. Les avantages des civilisations sont asymptotiques, les inconvénients sont exponentiels négatifs. Là, vous avez la résultante, et il y a un optimum. L'optimum, on peut le chiffrer pour la France à les années 60-70, la bascule, hein, et on était à 100 millions de tonnes équivalent pétrole. Aujourd'hui, on est à 260. Il suffit, on est là, si on continue, on s'effondre. Il suffit de faire que tous les déplacements qui peuvent être faits en propulsion humaine soient faits en propulsion humaine, vélo électrique. On remonte vers l'optimum. Potager, maraîchage, on refait un coup vers l'optimum. Maison écolo, on y est, on est aux 100 millions de têtes. Mais pendant la dérive thermo-industrielle, on a beaucoup appris. En termes de biologie, en termes de low-tech, en termes de high-tech aussi. On a énormément appris et on sait parfaitement comment revenir à toute pompe vers là. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, au Havre, il est très probable qu'on mette en route un système de chauffage urbain. On va mettre en place un réseau de chaleur. Le réseau de chaleur, il va permettre de chauffer environ 100 000 habitants dans le Havre. Ce réseau de chaleur sera alimenté en énergie renouvelable. Et bien, pour mettre en place ce réseau de chaleur, on va mettre 3 ans. Vous voyez ? Et ça, le réseau de chaleur, c'est la base. En Europe du Nord, dans les pays écolos, c'est la base, quoi, le réseau de chaleur. Et bien, ça peut basculer à toute pompe. Les terres qui peuvent permettre de nourrir rationnellement la population, on les a, elles sont là. Le Havre, j'ai fait un calcul. Si les habitants du Havre mettaient en production de type potager décoratif, hein, l'essentiel, c'est les gazons qui sont devant les maisons. Si on mettait tout ça en production, on se nourrirait à l'année. C'est-à-dire que les solutions, elles sont là. On ne les voit pas, mais elles sont. Il n'y a qu'à se baisser pour mettre en route le truc. C'est la passivité. Ce qui est très fascinant, c'est comment se fait-il que ça n'ait pas déjà percolé, quoi. Les solutions sont ultra simples et ça peut basculer à toute pompe. C'est la percolation, ce sont les phénomènes de percolation. Quand vous faites du café, l'eau circule dans le café et rien ne coule. Alors tout le monde dit « Oh là là, ça va pas, il n'y a pas de café, oh, tout est foutu, oh là là, ça va pas du tout. » Puis tout d'un coup, le café sort. Ben là, le café commence à sortir et c'est bon, on peut le faire. J'ai plein de documents comme ça, papier, que je peux vous distribuer hein, si ça vous intéresse.